Bonsoir madame, vous ne souhaitez pas que votre identité apparaisse. Si vous êtes avec nous, c'est parce que vous êtes la mère de Priscilla, 31 ans. Elle est responsable marketing dans une entreprise. On a parlé de cette affaire cet été. Elle a été violemment agressée, et le mot est faible, alors qu'elle regagnait son domicile un soir à Colombes. Elle a été laissée pour morte. C'était il y a près d'un mois et elle est restée dans le coma jusqu'à ces derniers jours. Vous m'arrêtez si je me trompe. Ce qu'on a appris ensuite, c'est que le même soir, 40 minutes plus tard, l'agresseur présumé qui a 26 ans, s'en est pris à une autre jeune femme. Il l'a violée, puis il a volé son sac. Et on a appris aussi qu'il était déjà connu de la police, déjà condamné par la justice pour des violences, des vols et une agression sexuelle. Au moment des faits, il y a un mois, il purgeait une peine en semi-liberté pour conduite en état d'ivresse. Il était en semi-liberté, il devait rentrer en cellule à 21 h. Vous avez décidé, madame, de porter plainte contre l'État. Pourquoi et que souhaitez-vous dire ce soir à la garde des Sceaux? Parce qu'il y a des cas comme ce jeune homme qui sont irrécupérables. Tout simplement. Ce personnage, depuis l'âge de 14-15 ans jusqu'à maintenant 26 ans, 50 interpellations, 12 condamnations, très éclectique, recel, trafic de drogue, violence, conduite en état d'ivresse sans permis, enfin, et voilà, il fait un petit peu de tout. Ce que vous nous dites, c'est qu'il n'aurait pas dû, d'après vous, se trouver dans un régime de semi-liberté. Ah ben, je ne suis pas la seule à le dire. Si vous interrogez le personnel de police qui l'ont connu tout le long de sa jeune vie, tout tend à dire la même chose. Alors, il y avait droit, vous pensez qu'il y a eu en quelque sorte une faute de discernement lorsqu'on a décidé qu'il pouvait bénéficier de ce régime. Il travaillait, je crois, dans une supérette pendant la journée. Il devait rentrer à la prison de la Santé le soir. Il aurait dû être à la prison de la Santé au moment où il a agressé votre fille et puis une autre victime 40 minutes plus tard. Vous pensez qu'il y a donc eu un défaut de discernement? Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a eu un défaut de surveillance lors de cette peine de semi-liberté, un défaut de contrôle? Les deux, tout en même temps. C'est vraiment un... C'est même incroyable parce qu'en fait, il commence son soi-disant stage le 1er juillet. Le 15 juillet, il se blesse en faisant l'imbécile avec des copains. On lui donne donc 15 jours d'arrêt de travail qui l'emmène jusqu'au 30 juillet. Là, il continue sa semi-liberté tranquillement, à ne rien faire toute la journée, à rentrer ivre tous les soirs, des caméras le filment d'ailleurs. Vous dites à ne rien faire, pardonnez-moi, vous dites à ne rien faire, il était censé travailler à cette supérette. Mais non, puisque du 15 au 30 juillet, il était en arrêt de travail. Voilà, et ensuite arrive le mois d'août, où il est censé aussi travailler, mais personne ne vérifie qu'au mois d'août, le service de restauration pour lequel il travaille est fermé. Donc il passe ses journées dehors, à continuer ses trafics, à continuer sa même petite vie. C'est là que vous parlez de défaut de contrôle sur cette semi-liberté. Ah mais oui, parce que de toute façon, que ce soit fin juillet ou déjà à plusieurs reprises, il rentre en retard, un week-end entier où il ne se représente pas à la prison. Ensuite arrive le 7 août où il prétexte un rendez-vous de kiné et demande à rentrer un peu plus tard. En fait, le un peu plus tard, c'est pas un peu plus tard, c'est minuit moins 5. Il rentre effectivement après avoir tabassé ma fille en la laissant pour morte, en ayant essayé de la violer par-dessus le marché. Ensuite, plus loin, il rencontre cette autre jeune fille que j'appellerais Élise et qu'il viole, qu'il tabasse, qu'il traite comme une vraie chienne. Ce sont ses propres mots, tout en jurant sur le Coran. Et ensuite, il s'en va tranquillement. Donc, il était sobre au moment des faits, mais après, il va s'enivrer et il rentre à la prison. Le mot n'est pas trop fort, bourré, comme ça parlera mieux à tout le monde, avec du sang sur les mains, puisqu'en fait, 5 jours après, quand les policiers l'arrêtent chez lui, il a encore toutes les marques sur les jointures de ses mains prouvant qu'il a bien cogné. Il a du sang encore sur ses vêtements, il a du sang sur sa sacoche, du sang sur ses chaussures. Il va se coucher tranquillement le jeudi matin. Quand il repart de la prison, il se fait un petit peu gronder. On lui dit, écoute, ça commence à bien faire, ça arrive un petit peu trop souvent. Il part donc le jeudi matin à 6 h de la prison et on ne le reverra pas à la prison jusqu'à ce que lundi matin, les officiers du SRPJ l'arrêtent. Madame, que souhaitez-vous dire ce soir
à la garde des Sceaux qui est en face de vous. Auparavant, je voudrais vous demander des nouvelles de votre fille. Ma fille est sortie du coma depuis 2 ou 3 jours. Mais c'est toujours aussi difficile. Et contrairement à ce que le procureur avait dit à un moment donné, oui, sa vie est toujours en danger. Que souhaitez-vous, qu'attendez-vous de Madame Taubira qui va commenter ce cas dans un instant? Moi, Madame Taubira, quand je l'entends parler de jeunes délinquants, moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Ce n'est pas mon métier, je n'ai rien à dire là-dessus. Je peux tout entendre. Par contre, pour des cas comme cet énergumène, comme ce barbare, non. De toute façon, même nos lois, l'emprisonnement, etc., ça ne correspond pas aux actes qu'ils font. Ça ne correspond pas. C'est un barbare, c'est un féroce. C'est pas quelqu'un qui pourra un jour reprendre le droit chemin. Donc moi, je ne parle pas des petites peines, je ne parle pas des jeunes délinquants. Si c'est vraiment de la toute petite délinquance, mais des types comme lui, il y a un mot qui, vraiment, ça ne correspond pas à mon langage, mais le mot qui correspond, c'est ordure. Je suis désolée d'avoir à dire ce mot, mais c'est difficile de qualifier cet homme. Ça n'est pas un homme. Dire que c'est un animal, c'est un outrage aux animaux. Donc c'est quelqu'un d'irrécupérable. La violence, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Je veux dire, moi j'ai vu les photos, j'ai vu ma fille à l'hôpital. Elle n'avait plus de visage, mais je ne sais même pas si vous pouvez imaginer ce que c'est. Merci madame, merci pour votre courage aussi d'être venue témoigner. Puis on souhaite bien sûr de tout cœur le meilleur rétablissement possible pour votre fille Priscilla. Madame la garde des Sceaux, vous voyez qu'il y a plusieurs problèmes qui sont posés là. Le premier, c'est peut-être l'opportunité de cette décision de placer cette personne dans un régime de semi-liberté. Alors la difficulté, on l'a compris, c'est que il a déjà été condamné pour agression sexuelle, pour des faits de violence, mais en l'occurrence, il s'agissait d'une conduite en état d'ivresse. Est-ce qu'il y a là, d'après vous, une faute d'appréciation de ceux qui ont pris cette décision? D'abord, je veux saluer le courage de Madame. On peut comprendre son émotion et je trouve que une partie des questions que vous lui avez posées, mais bon, pardon, j'éviterai de le dire, mais on peut imaginer la souffrance de cette personne. On peut imaginer la souffrance de sa fille. On ne peut même pas imaginer d'ailleurs. On ne peut même pas imaginer. J'ai une règle, face aux victimes, je fais silence. Là, je cherche mes mots, parce que toujours face aux victimes, je fais silence. Je pense que par décence, M. Pujadas, ni vous, ni moi, ne traitons de ce cas-là. Ne portons de jugement sur la décision du juge. C'est trop facile. Il importe que le juge puisse s'expliquer sur l'opportunité de sa décision. Mais nous sommes dans une démocratie, dans un état de droit. La justice se rend dans les juridictions, la justice se rend dans les prétoires. Je traduis un peu votre... Je m'incline devant la souffrance de Madame. Je comprends que Madame ne veuille rien entendre. Je pense que déjà, d'une certaine façon, lui demander de répondre à des questions difficiles, c'est sans doute ajouter à sa peine. Donc, pardon, je m'incline, c'est tout. Je m'incline. Elle est libre de ses choix. Elle a souhaité témoigner. Ce n'est pas d'ailleurs la première fois qu'elle le fait. Elle est libre de ses choix, mais bien entendu, et je salue le courage qu'il faut pour venir témoigner. J'espère aussi que sa fille ira bien. Je sais que l'on me rend comptable de tout et je l'accepte. J'en accepte l'augure. Je n'ai pas souvenir que d'autres gardes des Sceaux aient eu à ce point à répondre des décisions de justice, mais j'accepte les accusations directes, j'accepte de répondre parce que je pense que cette souffrance est telle que, elle peut s'exprimer par des mots lorsque les personnes ont le courage de le faire, et en face de ça, on doit s'incliner. Vous disiez tout à l'heure, bien sûr que les juges sont faillibles, tout homme est faillible, les journalistes sont faillibles, tout un chacun est faillible. Est-ce que ce cas particulier, vous n'en connaissez peut-être pas le détail, nous non plus, peut rentrer dans ce cas de figure? Je n'ai pas à en connaître quoi qu'on pense. Est-ce que ce cas particulier peut rentrer dans ce cas de figure? Autrement dit,
Mais il est possible que le juge se soit trompé, Monsieur Pujadas. Il est possible que le juge se soit trompé. Sur quelle base je me permettrais de dire que le juge s'est trompé? Vous voulez que nous rejouions les feuilletons de ces dernières années? Chaque fois qu'il y a une décision, une situation douloureuse, chaque fois qu'il y a un drame, chaque fois qu'il y a une tragédie, on trouve un conseiller d'insertion et de probation à accuser, on trouve un juge d'application des peines à accuser, on trouve un procureur à accuser, on trouve un juge du siège à accuser. C'est ce que... Posons la question d'une autre manière. Je ne crois pas que ça atténue la souffrance ni de la victime, ni de la famille de la victime. Le fait de reconnaître des erreurs peut atténuer la souffrance. D'abord, pour reconnaître l'erreur, il faut qu'elle soit établie. Il faut qu'elle soit établie, Monsieur Pujadas. Pour dire les choses autrement, est-ce qu'il ne faut pas, dans ces cas de semi-liberté, dans ces cas de peine alternative à la prison, des moyens de contrôle particuliers, renforcés peut-être? C'est exactement ce que nous sommes en train de mettre en place. C'est exactement ce que nous sommes en train de mettre en place. Lorsque nous mettons en place cette contrainte pénale, lorsque nous mettons en place ce suivi resserré, aujourd'hui, vous avez des sursis mis à l'épreuve qui ne font pas vraiment l'objet de suivi. Et vous avez des sursis mis à l'épreuve qui sont prononcés aussi bien pour une conduite en état d'ivresse ou un défaut de permis ou pour des faits plus graves et qui ne font pas l'objet d'un suivi. La contrainte pénale fera l'objet d'un suivi immédiat et serré. Donc, il s'agit d'améliorer le dispositif. Je pourrais faire facilement, Monsieur Pujadas, le procès de l'ancien gouvernement, parce que la situation actuelle, elle est le résultat des lois qui sont encore actuelles, nous ne les avons pas modifiées, des pratiques, des décisions sur la base voilà. Je reviens une dernière fois de sur ces 67 lois pénales et 33 lois de procédure pénale qui ont été adoptées avec, je le répète, des injonctions contradictoires. Je pourrais, mais je ne joue pas à ça. Je ne le joue pas en termes de responsabilité politique, je n'y joue pas. Mais j'aurais encore moins l'idée d'y jouer devant la souffrance d'une victime ou d'une famille de victimes. Je reviens une dernière fois sur ce cas précis. Vous avez entendu un homme qui est censé travailler dans une supérette dans le cadre de cette semi-liberté. La supérette est fermée au mois d'août et visiblement personne ne s'en aperçoit. Je vous répète que la justice ne se prononce pas là sur un plateau de télévision. J'en suis profondément désolée. Je suppose les frustrations que cela suppose. Je suppose ce que ça peut ajouter à la douleur. Mais à qui nous rendrions service de faire en sorte que les prétoires se transportent maintenant donc, sur les plateaux de télévision? À qui nous rendrions service? Certainement pas aux victimes les plus vulnérables, les plus à la portée des délinquants et des criminels. C'est certainement pas à ces victimes-là que nous rendrions service. La question qu'on peut poser, puis je vais vous redonner la parole, Dominique, peut-être justement sur les moyens, c'est vous pensez qu'avec votre loi, ces moyens de contrôle seront supérieurs et qu'une telle situation aura moins de chances de se reproduire? Je ne sais plus comment vous le dire, puisque je vous dis que la loi est tout entière tendue vers la lutte contre la récidive et la prévention de la récidive.